sujet de dissertation porte nécessairement sur un thème général. Il faut d'abord identifier ce thème. Alors, pour ce sujet, à votre avis, quel est le thème central sur lequel porte le sujet? On lève la main, hein? Il ne faut pas qu'on réponde en chœur comme ça, oui? Très bien. Donc, le sujet porte sur le thème, le système monde, autrement dit la mondialisation. Mais ce n'est pas parce que le sujet porte sur la mondialisation que vous allez sur la copie restituer tout ce que vos professeurs vous ont dicté sur la mondialisation. Une fois que l'élève a identifié le thème, il lui faut identifier la consigne. La consigne, c'est qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Et c'est à partir de la consigne que l'élève maintenant va dégager le plan. Mais attention, maintenant les sujets au bac sont élaborés tels que il y a deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle le contexte. Regardez, c'est le premier paragraphe. Les pôles organisant jusqu'à la mondialisation, jusqu'à vocation mondiale ou continentale, c'est ça qu'on appelle le contexte. Avant, qu'est-ce qui se passait? On vous proposait directement un sujet du genre, analyser les avantages et les inconvénients de la mondialisation. Maintenant, cette approche, elle est révolue. Il y a un contexte. Et dans ce contexte, il y a des mots-clés que l'élève doit définir. Sinon, il passe à côté du sujet. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la mondialisation? C'est important. Ça, c'est important. Qu'est-ce que la mondialisation? Parce que je vois mal, dans un tel sujet, que l'élève fasse une introduction sans pour autant définir la mondialisation. Quand vous allez faire l'entrée en matière. D'accord? Donc, comment vous comprenez la mondialisation? Je vous écoute? Oui, Fatkine. C'est la globalisation de l'économie mondiale. Donc, c'est beaucoup plus large. Parce que la mondialisation, elle n'est pas que économique. Donc, quand nous parlons de mondialisation, c'est l'intégration de toutes les régions du monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes les régions du monde vivent dans une dynamique d'intégration. Toutes les régions du monde vivent dans ce qu'on appelle un monde unifié. Tout se passe comme si les 7,5 milliards de personnes qui peuplent la planète vivaient dans ce qu'on peut appeler un village planétaire. Avec un monde qui partage les mêmes modèles. C'est les mêmes modèles politiques, c'est les mêmes modèles économiques, c'est les mêmes modèles culturels. Pourquoi? Parce qu'il y a une interdépendance à tous les niveaux. Vous avez une interdépendance financière du fait de la mobilité des capitaux, avec la présence partout dans le monde des firmes multinationales. Des multinationales qui font que, dans la classe, il y a des élèves qui ont des téléphones de marque Samsung, pourtant ils ne sont jamais allés en Corée du Sud. Donc c'est sous ces différentes formes que se manifeste la mondialisation. Donc une interdépendance financière, une interdépendance commerciale, avec le développement du commerce mondial, avec notamment la création de zones de libre-échange. Vous en connaissez certaines. Je prends l'exemple de l'ALENA en Amérique du Nord. Ce n'est pas tout. Vous avez en Amérique du Sud le Mercosur, en Asie l'ASEAN. Et chez nous, vous avez différentes organisations d'intégration qui favorisent la coopération et les échanges commerciaux. Vous avez également une interdépendance au plan culturel. Nous regardons les mêmes chaînes de télévision, nous écoutons les mêmes sons, nous avons les mêmes modes vestimentaires. Mais attention, quand vous définissez la notion de mondialisation, dans cette introduction-là, il faut être concis et précis. C'est important. Donc, maintenant, l'élève comprend la notion de mondialisation. Mais attention, dans le sujet, est-ce qu'on parle de mondialisation tout court? Il y a une épithète. On parle de mondialisation? Très bien.
Ici, il est question de mondialisation contemporaine. Alors, qu'entendez-vous par mondialisation contemporaine? Ça veut dire quoi? La mondialisation contemporaine, ça signifie quoi? Alors, on est là pour échanger, hein? Réveillez-vous. Hein? La mondialisation contemporaine. Oui, Fatkine? Très bien. Formidable. Hein? C'est la mondialisation actuelle. Donc, la mondialisation qui est en cours. Parce que, vous le savez, la mondialisation n'est pas un phénomène nouveau. Elle remonte à des époques très anciennes, depuis le XVe siècle, avec le développement du commerce maritime. Mais on parle de la mondialisation qui est actuellement en cours. Toujours dans le sujet, on nous parle de vieux système hégémonique. Donc, hégémonie. Que signifie le terme hégémonie? Quand est-ce qu'on parle d'hégémonie? Oui? Très bien. Quand il y a une suprématie, une supériorité, une domination totale, telle qu'il n'y a pas de concurrence. Donc une domination totale. Donc il y a des systèmes hégémoniques, c'est-à-dire des systèmes qui, jusque-là, ont exercé une domination totale dans l'économie mondiale. Toujours dans le sujet, ces vieux systèmes hégémoniques sont remis en cause. Mais les pays en voie de développement n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Le Sénégal est un pays en voie de développement. La Chine est un pays en voie de développement. Est-ce que ces deux pays-là sont comparables sur le plan économique? Non, la Chine est loin. Donc, quand nous parlons de puissance émergente, ce sont des pays dont la montée en puissance est très soudaine. Donc, par émergence, ici, comprenez une soudaine montée en puissance. Donc, un pays émergent, ce n'est pas un pays développé. Ce n'est pas non plus un PMA. Donc, l'émergence est une phase intermédiaire entre le sous-développement et le développement. Il y a des décennies, la Chine était un pays sous-développé. Mais ce pays a réalisé des performances économiques qui lui ont permis de passer du stade de pays sous-développé au stade de pays émergents qui commencent à contester même l'hégémonie des États-Unis. Donc voilà ce qu'on appelle les pays émergents. On reviendra maintenant sur l'identification de ces pays. Donc voilà les termes que l'élève doit impérativement arriver déjà à définir sur sa feuille de brouillon, parce que ça lui permet de comprendre le sujet. Maintenant, on passe à la consigne. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Qu'est-ce qu'on vous demande? Je vous écoute. Qu'est-ce qu'on vous demande? Oui? Après avoir identifié les principaux protagonistes de la mondialisation contemporaine, d'un côté, c'est-à-dire d'un côté, les pôles dominants et de l'autre, les nouvelles puissances émergentes, d'analyser leurs forces et leurs faiblesses respectives en vue de montrer leurs forces et leurs faiblesses respectives susceptibles de mettre en cause l'ordre économique mondial. Ok, très bien. Alors, maintenant, si vous êtes amené à traiter un tel sujet de dissertation, en combien de parties vous allez le développer? Combien de parties? En combien de parties? Oui? En combien de parties à votre avis? Oui? En deux parties. Lesquelles? On l'écoute. En combien de parties? Deux. Quelles sont ces deux parties à ton avis? Oui. Les pôles dominants. Oui, donc il propose 1. Les pôles dominants. Ensuite,
Ensuite, les puissances émergentes. Et 2, les puissances émergentes. Bonjour. Les puissances émergentes. Oui. De chaque côté, on analyse les forces et les faiblesses. Vous êtes d'accord? Hein? Qui n'est pas d'accord avec un tel plan? Oui. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu proposes à côté? Dans la première partie, oui. On a développé simultanément les pôles dominants et les nouvelles puissances émergentes. Oui, attends. Tu dis d'un côté? Oui, tu proposes? Oui, je dis qu'on va développer simultanément oui. les pôles dominants et l'autre. Oui. Une nouvelle puissance émergente dans une seule partie. Dans une seule partie. Donc tu proposes en première partie. Qu'est-ce que tu proposes dans la première partie? Oui. Les pôles dominants. Les pôles dominants. De manière simultanée, hein? Les pôles dominants et les puissances émergentes. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que c'est la meilleure démarche. Alors, revenons à la consigne. On vous dit, après avoir identifié les protagonistes de la mondialisation contemporaine, donc qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Très bien, il faut d'abord passer à l'identification. Donc, on ne les connaît pas, il faut les identifier. Donc, l'élève peut avoir première partie, identification des pôles dominants et des puissances émergentes. Et cette partie-là peut être subdivisée en deux sous-parties. Première sous-partie, très bien, nous allons identifier les pôles dominants. Identifier ces pôles dominants revient à faire quoi? Que signifie identifier ces pôles? Oui? Montrer les pôles dominants. Très bien. Montrer quels sont ces pôles dominants. Il faut les citer. D'accord? Alors, quels sont les pays qui sont considérés comme les pôles dominants? Mais attention ici à la notion de pôle. Ici, par pôle, il faut comprendre un groupe. Ici, pôle a une connotation économique. En histoire, en étudiant la guerre froide, on vous a parlé de pôle pour parler d'un monde bipolaire. Le pôle ouest et le pôle est. Mais dans ce contexte-là, pôle a une connotation politique. Mais ici, pôle a un sens plutôt économique. Donc, quels sont ces pôles-là? Quels sont ces pôles? Oui. Très bien. Vous avez la triade, qui est le centre d'impulsion de l'économie mondiale, qui concentre l'écrasante majorité des richesses produites dans le monde, avec les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. À part la triade, est-ce qu'on peut avoir un autre groupe qu'on peut intégrer dans les pôles dominants? Oui? Les BRICS, vous êtes d'accord? Les BRICS, d'après le sujet, est-ce qu'ils font partie des pôles dominants ou des puissances émergentes? Émergentes. Oui? Pardon? Les périphéries. Mais les périphéries sont marginalisées. Hein? Mais vous avez également les nouveaux pays industrialisés d'Asie, ce qu'on appelle les NPIA. Il y a quelques années, c'était des pays émergents. Mais aujourd'hui, ces pays-là sont passés du stade de pays émergents au stade de pays développés, avec dans tous ces pays-là un indice de développement humain supérieur à 0,8. Donc, on peut citer les NPIA. D'accord? Est-ce qu'on peut ajouter un autre groupe? Donc, c'est bon. Très bien. Maintenant, on passe à l'identification
des puissances émergentes. Quelles sont ces puissances émergentes? Oui, les BRICS. Donc, il y a beaucoup de pays émergents dans le monde. Il y en a même un en Afrique. C'est quel pays? C'est l'Afrique du Sud. Mais dans ce cas, il est utile pour l'élève de mettre l'accent sur les pays émergents qui sont étudiés dans le programme de terminale. C'est important parce que après vous allez identifier les forces et les faiblesses. Il est difficile pour vous d'étudier les forces et les faiblesses de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud n'est pas étudiée dans le programme de terminale. Il vous sera difficile d'étudier les forces et les faiblesses de l'Inde. Pourtant, l'Inde est un pays émergent. Donc, vous allez les citer. Mais dans la deuxième partie, il faudra insister sur les pays émergents qui sont étudiés dans le programme de terminale. Donc, vous aurez le Brésil, la Chine. Bon, évoquez rapidement l'Inde et pourquoi pas l'Afrique du Sud. Le Mexique. Voilà, on parle de plus en plus de BRICS ou bien de BRICSAM en associant l'Argentine et le Mexique. Donc, nous avons... Oui? Quelle est la différence entre NPIA et NPI? Très bien. Alors, quand nous parlons de NPIA, ce sont les nouveaux pays industrialisés d'Asie. Dans ce cas, on peut citer la Corée du Sud, Hong Kong, Singapour, Taïwan, on ajoute même la Malaisie, etc. Donc là, on parle de manière spécifique de ces nouveaux pays industrialisés qui sont situés dans le continent asiatique. Mais quand nous parlons de NPI, c'est au sens large. C'est toutes ces nouvelles puissances industrialisées qui sont situées, pour certaines en Asie, mais pour d'autres également en Amérique du Sud. Donc c'est ça la différence fondamentale. C'est bon? Ok. Alors maintenant, nous avons réussi à identifier les deux pôles. D'une part, les pôles dominants et d'autre part, les puissances émergentes. Maintenant, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Donc, dans la deuxième partie, on analyse les forces et faiblesses des deux pôles. D'accord? Donc, premièrement, force et faiblesse des pôles dominants. Donc, premièrement, les forces. Deuxièmement, les faiblesses. Mais l'élève également a une autre possibilité. C'est-à-dire quand vous dégagez les forces et faiblesses des deux pôles, dans un premier temps, vous dégagez les forces des pôles dominants, les forces des puissances émergentes. Et dans une autre sous-partie, les faiblesses des pôles dominants et les faiblesses des puissances émergentes. Et ça, c'est le plan qui répond le mieux à un sujet de type très bien, comparatif. Donc, force et faiblesse des pôles dominants. Donc, on va commencer par les forces. Bon, donc force et faiblesse des deux pôles de manière générale. Hein. Voilà. Donc, on mettra force et faiblesse des deux pôles. Donc, premièrement, force des pôles dominants. Alors, ces pôles dominants, ils ont plusieurs atouts sur le plan économique. Il faut arriver à en identifier 2, voire 3 atouts. À partir de ce moment, vous procédez maintenant à leur analyse. Mais si vous identifiez trop de forces, vous n'aurez jamais le temps
de les analyser. Et ce qui est attendu du candidat ici, c'est qu'il puisse faire une analyse approfondie en s'appuyant sur des exemples précis. Donc si je vous demande quelles sont les forces de ces pôles dominants, oui. Au niveau de grand temps, pourrait-on ne pas développer seulement les forces des deux pôles et pour prendre les faiblesses des deux pôles? Oui, c'est ça, parce qu'après on a changé. Donc c'est les forces des deux pôles. Donc je n'ai pas effacé ici, hein, mais c'est ça qu'on avait proposé. Donc force des deux pôles, maintenant force des pôles dominants. Maintenant, quelles sont ces forces? Une balance commerciale excédentaire. Est-ce que les États-Unis ont une balance commerciale excédentaire? Hein? Est-ce que la France a une balance commerciale excédentaire? Vous avez cité le Japon. Mais je vous ai donné l'exemple de 2 autres pays dont la balance commerciale n'est pas forcément excédentaire. D'accord? Par contre, dans les puissances émergentes, vous retrouverez beaucoup de pays qui présentent une balance commerciale largement excédentaire. Mais on retiendra que globalement, ces pays-là ont un niveau de vie élevé. Et ça, c'est un atout important sur le plan économique. L'intérêt, c'est quoi? C'est que le pouvoir d'achat est élevé. Ça veut dire que le marché intérieur peut absorber la majeure partie des produits qui sont fabriqués à l'intérieur du pays. Ça, c'est important sur le plan économique. Un niveau de vie élevé. Ensuite, on retiendra que tous ces pays-là ont un niveau technologique également très élevé. Que ce soit pour le Japon, les États-Unis et les pays de l'Union européenne. Parce que ce sont des pays qui ont connu la révolution industrielle il n'y a pas longtemps. Ce qui n'est pas le cas pour la Chine et d'autres pays émergents qui ont sauté la révolution industrielle pour amorcer une croissance industrielle très rapide il y a encore quelques années. Donc un niveau technologique élevé. Ce qui fait que dans la plupart de ces pays, nous en sommes même à une tertiarisation des activités économiques. Donc ce sont les activités du secteur tertiaire qui dominent largement. Non seulement dans la population active, mais également dans la contribution au produit intérieur brut. Et sur le plan politique, vous remarquez que ces pôles dominants dominent largement dans les relations internationales et il y a des incidences économiques. Donc, ils exercent une suprématie dans les relations internationales. À part le Japon, qui est considéré comme un nain politique, c'est-à-dire une petite puissance diplomatique, les États-Unis, la France, tous ces autres pays ont une voix qui compte dans les relations internationales. Très bien. Voilà, il vient de donner l'exemple du droit de veto, même si c'est réduit à 5 pays. Hein. Très bien. Alors donc, nous avons là 2 à 3 forces. Maintenant, on peut passer aux forces des puissances émergentes. Alors, ces pays émergents, le Brésil, la Chine, l'Argentine, le Mexique, l'Inde, l'Afrique du Sud, quels sont les principaux atouts qu'ils peuvent faire prévaloir aujourd'hui dans le monde? Quelles sont leurs forces? Rapidement, 2 à 3. Oui, Adja. La montée en puissance industrielle. Et qui se traduit par quel indicateur? Elle vient de parler d'une montée en puissance sur le plan économique, sur le plan industriel. Quel est l'indicateur qui permet de traduire cela? Le PIB, mais surtout la croissance du PIB. Tous ces pays-là présentent un taux de croissance du PIB très élevé.
Donc un taux de croissance du PIB très élevé. La Chine a réalisé il y a encore quelques années un taux de croissance du PIB à 2 chiffres, c'est-à-dire supérieur à 10. Dans tous ces pays-là, les taux de croissance sont très, très élevés. La seule exception, c'est l'année dernière avec le Brésil, qui a connu une grave crise économique qui fait qu'il est entré dans ce qu'on appelle une période de récession. Sinon, pour le reste, les taux de croissance sont en général supérieurs à 7%. Donc, nous avons un taux de croissance du PIB très élevé. Ensuite, autre force sur le plan économique. La main-d'œuvre. Est-ce une force pour ces pays émergents? En quoi c'est une force? Elle est abondante, non seulement. Très bien. C'est une main-d'œuvre qui est à bon marché. C'est-à-dire, les salaires sont relativement bas. Que l'on soit au Brésil, en Chine, en Inde, les niveaux de salaire sont très bas et ça attire les entreprises. Parce que les entreprises, ce qui les intéresse, c'est réduire les coûts de production. C'est-à-dire l'ensemble des dépenses que vous effectuez pour produire. Et dans ces facteurs de production, vous avez bien sûr les salaires. Donc, si une entreprise bénéficie d'un pays qui lui permet de payer des salaires bas, ça c'est intéressant sur le plan économique. Donc, ça permet de rendre les produits qui vont sortir de ces usines très compétitifs. La compétitivité d'un produit, c'est sa capacité à soutenir la concurrence. Un produit fabriqué en Chine coûtera certainement moins cher qu'un produit fabriqué au Japon. Pourquoi? Parce qu'au Japon, les salaires sont élevés. En Chine, ils sont plus bas. D'accord? Donc, nous avons un taux de croissance du PIB très, très élevé. Alors, qu'est-ce qu'on peut également citer d'autre comme force? Pardon? Une révolution verte. Ça, c'est au plan agricole. Bon, on l'a noté en Chine, au Brésil, mais pas quand même dans tous les pays. Il y a aussi des pays à revenus intermédiaires qui ont eu à réaliser une révolution verte. Quand nous parlons de révolution verte, c'est lorsque les performances dans le domaine de l'agriculture sont remarquables. Alors, ces pays-là également ont une caractéristique commune. C'est qu'ils ont tous un niveau d'industrialisation et d'exportation de produits manufacturés très, très élevé. C'est-à-dire, contrairement aux pays les moins avancés, dont les exportations sont dominées par des matières premières qui ne coûtent pas très cher sur le marché mondial, ces pays-là arrivent à produire en grande quantité des produits transformés et qui sont par la suite exportés, ce qui permet à ces pays-là d'avoir donc des profits beaucoup plus importants. Donc on pourra citer un niveau d'industrialisation et d'exportation de produits manufacturés très élevés. Nous avons également parlé de la main-d'œuvre bon marché. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Nous avons identifié les forces des pôles dominants. Pardon? Oui, un marché intérieur qui est également en forte expansion, effectivement, parce que le niveau de vie également tend à s'élever. Mais comme je vous l'ai indiqué, à force de citer beaucoup trop d'atouts, vous n'aurez jamais le temps de les analyser en profondeur. Hein? Donc choisissez 2 à 3 forces principales que vous allez maintenant analyser de manière détaillée. Donc on passe. Alors je vous écoute. On va commencer par les pôles
par les pôles dominants. Donc force, faiblesse, hein? Voilà. Faiblesse des pôles dominants. Alors, pour les faiblesses des pôles dominants, je vous écoute. Très bien. Dans tous ces pays-là, on fait la même remarque. C'est-à-dire, la population est vieillissante. Donc, un vieillissement de la... Très bien. Et ce vieillissement de la population se traduit par un problème économique. Lequel? Très bien. Ça provoque donc un manque de main-d'œuvre. Heureusement que dans beaucoup de ces pays, ce manque de main-d'œuvre est compensé par l'arrivée massive des migrants, comme on peut le constater aux États-Unis, au Canada ou bien ailleurs dans les pays de l'Union européenne. Très bien. Donc, une population vieillissante. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à la croissance de ces pays développés? La croissance, elle est comment? Mais elle est au ralenti. Hein? Nous avons donc une croissance du PIB qui est au ralenti. Dans la plupart de ces pays, c'est inférieur à 2%. L'année dernière, le Sénégal a réalisé un taux de croissance du PIB de 6,4%. 6,4%. Mais dans la plupart de ces pays, nous avons une croissance du PIB qui est vraiment au ralenti. Donc, une croissance du PIB au ralenti. Maintenant, aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, ces pays-là que vous avez étudiés en classe de terminale, en particulier les États-Unis et le Japon, quel est l'autre problème que vous remarquez? Sur le plan énergétique. Très bien, vous avez donc une forte dépendance énergétique. Une dépendance énergétique telle que les importations de ces pays sont largement dominées par les produits énergétiques, en particulier le pétrole. D'accord? Donc, nous avons identifié là 3 faiblesses. Il nous faut également identifier les faiblesses des puissances émergentes. Alors, c'est les mêmes faiblesses. Je vous écoute. La Chine, le Brésil. C'est valable pour l'Inde. Voilà. Mais vous connaissez certainement mieux le Brésil et la Chine, oui? Hein? Ils sont pollués. Ils sont pollués. Bon, intéressant. Mais est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas aussi ce problème de pollution? Les 2 pays les plus pollués au monde sont la Chine et les États-Unis. Ça veut dire que ce n'est pas la question de la pollution n'est pas un problème propre aux pays émergents, même si c'est un problème sérieux, il faut le remarquer. Hein, oui? Il y a une forte dépendance. Exactement. On parle donc d'une économie qui est extravertie, c'est-à-dire qui est tournée vers l'extérieur. Donc, vous avez une économie extravertie. Dans ces pays, le taux de croissance du PIB est élevé. Mais quelles sont les entreprises qui portent cette croissance? Est-ce que ce sont des entreprises nationales ou plutôt des entreprises étrangères? Ce sont des entreprises étrangères, que ce soit en Chine, au Brésil. Les plus grandes entreprises qui permettent de réaliser cette croissance économique, ces entreprises-là possèdent un capital qui est étranger. D'accord? Le caractère extraverti de leur économie découle également du fait que ces pays-là comptent essentiellement sur les importations et sur les exportations. Très bien. Donc, deuxième faiblesse. Oui. Mais très bien.
Il y a de fortes inégalités régionales. On peut même parler de disparité territoriale. Vous le voyez au Brésil, voilà, avec le triangle utile, voilà, entre Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, voilà, une petite superficie, mais qui polarise l'écrasante majorité des richesses, pendant que vous avez l'autre partie, le nord-est, qui est une périphérie totalement abandonnée. Le même constat également s'impose en Chine, avec des disparités entre, d'une part, la Chine littorale, très peuplée, très prospère, et de l'autre côté, la Chine orientale, où vivent les minorités ethniques, mais également une zone en proie à des difficultés économiques extrêmes. Donc il y a de fortes disparités territoriales. Au fond, le problème, c'est un manque de maîtrise de l'espace. L'espace n'est pas très bien aménagé, comme on le constate aux États-Unis ou bien en France. Dans ces pays développés, ces disparités-là sont moins évidentes. D'accord? Sauf en Allemagne, où vous avez des disparités entre l'Est et l'Ouest, mais là, c'est lié à la guerre froide, avec la division de l'Allemagne entre la RFA, avec un modèle capitaliste plus développé, et la RDA, un modèle communiste, où les soviétiques ont davantage insisté sur les dépenses militaires. Mais sinon, en France, aux États-Unis, dans les pays développés de manière générale, on a réussi à assurer un aménagement de l'espace tel qu'il n'y a pas beaucoup de disparités, ce qui n'est pas le cas pour ces puissances émergentes. Et en parlant d'inégalités, on peut également ajouter les inégalités sociales. La Chine est aujourd'hui devant le Japon en termes de PIB. C'est la deuxième puissance économique au monde en termes de PIB, mais l'indice de développement humain tourne autour de 0,7. Mais simplement parce qu'il y a de fortes inégalités sociales, et c'est la même remarque également que l'on pourra faire pour le Brésil. Donc de fortes inégalités sociales. Donc vous aurez constaté que, à travers ce sujet, nous avons dégagé deux grandes parties, et les sous-parties également sont équilibrées. Regardez, 3 forces, 3 faiblesses. 3 forces, 3 faiblesses. C'est ça qu'on appelle un équilibre dans un devoir de dissertation. L'élève ne peut pas, pour les pôles dominants, identifier 5 forces, et pour les puissances émergentes, une force. Dans ce cas, le professeur fera remarquer qu'il y a un déséquilibre dans l'organisation du développement. D'accord? Bon, ça c'est le premier sujet. Comme on a beaucoup de sujets à traiter, on va aller plus vite. D'accord? Nombre de décès sur population totale multiplié par 1000. Après, je vais te laisser continuer. Hein? Alors, une fois que vous avez les résultats, ça vous permet de calculer le taux d'accroissement naturel. Différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité. Mais là, le résultat en pourcentage. En fait, quand on dit sur 10, ça veut dire que vous allez calculer le taux de natalité. Donc, taux de natalité moins taux de mortalité. Ce résultat, il faut le traduire en pourcentage en le divisant par 10. Par exemple, si vous avez 12 pour 1000, ça fait 1,2%. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez 45 pour 1000, ça fait 4,5%. 5 pour 1000, ça fait 0,5%. Alors, utilisez vos calculettes pour nous permettre d'aller plus vite. Comme ça, vous nous donnez directement les résultats. On va aller plus vite.
Ça va bien? Bon, heureux d'accueillir également notre ami Oumou Salamata Kane qui était parmi vous l'année dernière et qui a maintenant son bac. Donc félicitations et merci également de nous accompagner dans nos différentes activités. Hein. On l'appelait la chatte des FDS. Hein. Voilà, maintenant elle a grandi. Alors pour le taux de natalité, 10,59. Là, 7,40. Et là, 3,19 pour 1000. Hein? Ça donne, voilà, à la puissance. Alors, restons ensemble. Ici, quelle est l'année d'arrivée? C'est 2000? Voyez bien, c'est ça qui vous est demandé. Moins, quelle est l'année de départ? 2017. Hein? Oui, mais pour commencer, c'est ça. D'accord? C'est ça d'abord qu'il faut poser. Maintenant, population de départ. Facteur de... Vous avez trouvé combien? Vous faites d'abord 1 plus 0,3 sur 100. Résultat? 0,013. 0,013. Est-ce que vous avez trouvé le même résultat, les autres? Même résultat? Très bien, donc c'est bon. Maintenant, 2030 moins 2017, c'est 13. Maintenant, arrivé là, l'élève a deux possibilités. D'accord? Il calcule 0,013 à la puissance 13. Le résultat, il le multiplie par la population de départ. Ou bien, si vous avez une bonne machine, pas de machine serrure, mais si vous avez une machine en poulard, d'accord? Donc, à l'aide de la machine, donc vous saisissez la population, vous ouvrez la parenthèse pour saisir 0,013, vous refermez la parenthèse et vous saisissez l'exposant. Maintenant, dans certaines machines, voici le symbole de l'exposant. Comme ça. Dans d'autres, vous avez Y, X. Cela veut dire que, comme j'ai l'habitude de le dire à mes élèves, un candidat, il doit aller à l'examen avec une machine qu'il a l'habitude d'utiliser en classe. Si vous attendez la veille de l'examen, vous allez emprunter une machine que vous voulez utiliser le jour de l'examen. Cela peut poser des problèmes. Au moment de faire les calculs, vous aurez du mal à identifier le symbole parce que ça varie d'une machine à l'autre. D'accord? Donc, le résultat maintenant, c'est combien? Si vous réalisez cette opération, le résultat, c'est combien? 1,10 comme population. Je donne la parole à mon collègue hein, pour souffler un peu. D'estimer la population de chaque pays de l'ALENA en 2030, en sachant que le temps est constant. Donc, je vais un peu rajouter quelque chose. Pourquoi? Parce que si on vous donne un tableau statistique à données économiques, on vous dit maintenant d'estimer la population. Si maintenant l'année de départ est absente, que doit faire l'élève? On doit regarder la source. Si on ne vous donne pas l'année, l'élève doit regarder ce qu'on appelle la source.
Si on vous dit estimer la population en 2030, alors que dans le tableau statistique, on n'a pas mentionné 2017, l'élève maintenant doit regarder ce qu'on appelle la source. Si dans la source, on a mis 2017 ou 2015, il doit prendre en considération l'année 2017. D'accord? Maintenant, pour revenir maintenant à la question numéro 3, à partir du document 1, représenter un graphique pertinent, le taux de chômage et le solde commercial des... Allez-y, allez-y. Dans ce tableau statistique, Oui. on a deux années différentes. Effectivement. Quel, 2015 et 2000. Mais regardez le tableau, on a mis la population entre parenthèses 2017, n'est-ce pas? Hein? On a mis population entre parenthèses 2017. Donc c'est l'année 2017 qui compte. On enlève la population 2007 et on regarde la source. Très bien. Et statistiques de commerce mondial, des États de l'ALENA et interpréter les résultats. Ici, on a quoi? On a combien de données? On a 2 dons à représenter dans un même repère. Que doit faire l'élève? La première chose à faire, c'est quoi? D'abord de calculer ou bien de chercher l'échelle d'abord. L'échelle des deux données. D'abord, ici, on vous a demandé le taux de chômage. C'est en pourcent. Ça veut dire qu'on doit avoir ce qu'on appelle un taux évolu. Donc, on peut prendre 1 cm correspond à 2 pour. Ensuite, on évolue. C'est bon? Exemple ici. Ok, suivez. Suivez. Donc ici, on a taux et solde commercial. Est-ce qu'ils peuvent aller ensemble? Ça veut dire que moi, li may wax en wolof, suukar ak xorom duñu mën a ànd. Dëwlin ak ndox aussi duñu mën a ànd. Ça veut dire que deux données opposées, donc ils ne peuvent pas aller ensemble. Donc il y a des élèves très intelligents qui ils font regarder deux abscisses, n'est-ce pas? Ils vont faire à partir de là le taux de croissance. À part de là, ils vont mettre aussi le taux de chômage. Le solde, le solde commercial. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Ça veut dire qu'on vous a mis dans un même repère. Donc ici, regardez, on va prendre 1 cm correspond à 2%, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Très bien. Donc ici, on évolue à partir de Z, n'est-ce pas? 1 cm correspond à 2. Ensuite, on évolue à 4. Ensuite à 6, 8, 10. C'est bon, on continue. Hein? Maintenant, le solde de la balance commerciale. Est-ce qu'on nous a donné le solde de la balance commerciale? Que doit faire l'élève? Ça veut dire qu'ici, on a une question intermédiaire. Donc, on doit d'abord régler la question intermédiaire d'abord. Comment on calcule le solde de la balance commerciale? Exportation, moins importation. Très bien. Et là, maintenant, après avoir calculé le solde de la balance commerciale maintenant, l'unité maintenant du solde de la balance commerciale, l'unité du solde de la balance commerciale, c'est en milliards de... Donc ici, on évolue aussi. Là aussi, on peut calculer l'échelle, hein, si vous voulez. On peut calculer aussi l'échelle. On peut prendre la donnée la plus élevée ou bien la plus grande. On choisit ce qu'on appelle le nombre de centimètres. Par exemple, 1 cm correspond 8 cm si vous voulez. Correspond à la valeur la plus grande, par exemple, c'est 490. Et là, on fait ce qu'on appelle la règle 3. Combien de centimètres correspond ensuite à la valeur suivante. Ou bien, on fait aussi ce qu'on appelle la part partielle de chaque élément. On additionne la part totale. On calcule ce qu'on appelle la part partielle fois 100 sur part totale. Là aussi, on aura ce qu'on appelle en pourcentage, si vous voulez. Ou bien aussi, on fait 1 cm correspond à 0. 1 cm correspond à 1 milliard ou à 2 milliards, si vous voulez. Maintenant, regardez ici. On a bien trouvé l'échelle. Pour les deux abscisses, il reste quoi? L'échelle maintenant des... Très bien. Là aussi, on doit prendre une échelle. Les élèves, ils font quoi? Ils prennent maintenant les deux échelles, maintenant, il reste maintenant... Pour les ordonner maintenant, il reste comme ça. Non, on doit prendre ce qu'on appelle l'écart entre les deux pays, appelé autrement dit amplitude. Très bien. Donc ici, on peut mettre 1 cm correspond à un pays ou à un écart, ou bien 2 cm correspond à un pays. L'élève maintenant doit faire quoi?
Si vous voulez, on prend 2 cm. Que doit faire l'élève? L'élève doit mettre dans sa tête que les 2 cm que j'ai mis ici, à côté, je dois maintenant le diviser en deux parties. Pour une partie maintenant pour le solde de la balance commerciale, une autre partie maintenant pour le taux de chômage. Exemple. Regardez maintenant ici. J'ai payé, j'ai solde de la balance commerciale, n'est-ce pas? Hein? Très bien. Ici aussi, on a taux de chômage. Suivez bien. Donc ici maintenant, regardez. Par exemple, pour solde de la balance commerciale, j'ai 4 milliards. Exemple, de dollars. Donc ici, c'est 2, c'est 4. Que doit faire l'élève? Pour Canada, exemple, le solde de la balance commerciale du Canada, c'est 4 milliards. L'élève maintenant doit faire ici, regardez. C'est 2 cm, non? Voilà les 2 cm. Voilà les 2 cm. Suivez, voilà les 2 cm. Donc ici maintenant, allez-y. On divise les 2 cm en 2, c'est plus simple. Là, on a 1 cm, un autre centimètre. Vous avez bien? Donc regardez, c'est 4 cm pour le Canada. Pour le solde de la balance commerciale. Regardez, 4 cm est là, non? Oui. On fait la graduation. Il reste quoi? Le taux de chômage. Il reste un autre centimètre pour le taux de chômage. Je vais me déplacer un peu. Pour le taux de chômage, par exemple, c'est 10%. Je vais faire ici ma graduation. Donc c'est 10%. Je vais me déplacer un peu. Regardez, d'abord quand il fait. Donc je fais la graduation. Vous avez vu? Là c'est 10%. Donc on a quoi? Le taux de chômage. Il y a ici les indicateurs du solde. Très bien. Le solde prévoir. D'accord. Maintenant, on avait un taux de chômage négatif, l'élève doit régler d'abord le problème. Il fait quoi? On doit maintenant descendre ce qu'on appelle. Très bien. Et là, on avait mis 2 pour 2 milliards, n'est-ce pas? On ne met pas 2 milliards, mais on met moins. Très bien. Moins 4. Ici aussi, on met moins 6. D'accord, hein? Maintenant, si on a des données négatives, regardez. Donc, avant même de partir, donc ici, on doit mettre ce qu'on appelle les couleurs, hein? Ou bien des signes. La légende, hein? Très bien. On a quoi? On a un diagramme en barre juxtaposé. C'est un choix. C'est mon choix. Ça veut dire que les élèves, ils ont tendance maintenant, après avoir fait un graphique, vous n'avez pas trouvé, non, trouvé ou m'a trouvé. Il n'y a pas trouvé. Parce que quand on vous dit graphique pertinent, chacun peut choisir son graphique. Mais en conclusion, il y aura toujours ce qu'on appelle le graphique le plus pertinent. Il n'y a pas trouvé. Ouais, dafa am bu gën. Man bu may choisir, j'ai choisi le plus pertinent. Ici maintenant, on peut aussi choisir un autre graphique. D'accord? Maintenant, là on met quoi? On met Canada. Très bien. On met Canada. On continue. On respecte ce qu'on appelle le choix de l'amplitude. C'était combien? 2 cm? Très bien. On respecte aussi le choix de l'amplitude. On continue. Par exemple, j'ai pas calculé, hein? J'ai fait théoriquement, hein? J'ai pas calculé, hein? Bon, voilà, là c'est pour aller plus vite. Ok, j'ai pas calculé. En réalité, ici, très bien, j'ai pas calculé, hein? Pour le Canada, c'est 80 milliards de dollars. Ça veut dire que, bon, vous devriez changer d'échelle. Très bien. C'est pour aller plus vite, hein? Voilà. Mais normalement, ce sont ces données-là que vous allez présenter ici. Très bien. Ça veut dire que l'échelle allait changer. Très bien. Parce que c'est en milliards de dollars. Très bien. Donc, vous avez compris, hein? Donc, pour maintenant, les États-Unis ont fait la même chose, hein? On fait la même chose, si vous voulez, hein? C'est combien? Donc, c'est 96, donc c'est Canada, donc c'est moins, hein? C'est moins, donc c'est ici, exemple, hein? C'est ici, c'est bon, hein? Maintenant, bon, comme on a les données, je pense qu'on peut les fixer directement. Si, allez-y. Voilà, bon, tu as la clé, hein?
Prenez une échelle, donc 20, 20, 40. 40, s'il vous plaît. Comme ça, 20, 40. 20, 40 jusqu'à 120. Jusqu'à 120. Voilà. Maintenant, on va travailler en fonction des résultats trouvés. Je rappelle qu'il y a des documents qu'on a préparés pour vous. C'est des documents de synthèse par rapport à certaines leçons et qu'on vous distribuera, Inch'Allah, après la séance. Hein. Sur certaines leçons, le Brésil, la Chine, le Japon, l'Union européenne, etc. C'est des documents de synthèse. Maintenant, pour les États-Unis, maintenant, on a 96 milliards. Hein. Donc ici, c'est moins 96. Très bien. Voilà. Comme il l'a fait pour le solde commercial et un autre axe pour le taux de chômage. Maintenant, si vous convertissez J'ai compris. résultats-là en pourcentage, le résultat quoi? Vous êtes en train de travailler sur la base d'une autre donnée. de données différentes de celles qui vous ont été proposées. Alors que vous avez la possibilité de travailler avec les données qui vous ont été proposées. Donc vous n'avez pas besoin de convertir en pourcentage. Donc ça c'est en économie. Donc, utilisez 3. Ça c'est en économie. En économie, le professeur peut vous dire de convertir d'abord les résultats en pourcent. Il peut vous demander. Ça c'est en économie. Mais là, nous sommes en géographie. Très bien. Maintenant, si on avait exportation, importation, on n'aurait pas besoin de ces deux axes. Effectivement. Parce que les exportations et les importations sont représentées en milliards de dollars. Très bien. Production, consommation énergétique, c'est en millions de cap. Donc vous n'avez pas besoin de devoir deux axes différents. Ok, on continue. Hein. C'est plus long. Donc c'est 7 ans. Donc oui. Là c'est négatif. 2 soldes. Ah. Bon. Ok, donc ici c'est ça. Hein? C'est ça. Là c'est en bas. Hein? Très bien. Merci. Donc, pour le taux de croissance, depuis chez vous, c'est combien? C'est 8,1. Pour le Mexique maintenant, suivez. On a combien? 118. C'est moins ou 118? 118, très bien. Donc 118. Exemple, on prend ça. Hein? Merci. « 4,9. Donc il reste quoi maintenant? Il reste de mettre d'abord la légende. Il y a des élèves très intelligents maintenant. Pour la légende, il faut que ça. Regardez. Regardez. Ils vont mettre Canada. Élèves qui ont États-Unis. Ah bien sûr. Mexique, regardez. Il faut. Il divise ça en deux. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc, hein? Est-ce que ça c'est bon? Donc regardez, il faut ça, regardez. Ensuite, il dit que ça c'est exportation, taux de chômage. Ça c'est quoi? Donc, ça c'est pas bon, hein? On ne représente pas les pays. On représente seulement les indicateurs, taux de chômage et solde commercial. Très bien. C'est ça. Après, maintenant, en bas, on met le titre. Pour le titre, maintenant, on peut le mettre soit en haut ou bien en bas. Il n'y a pas de problème. D'accord, oui. Les pays. Très bien. Canada. C'est ça. C'est bon. Maintenant, si on avait maintenant, suivez, je termine. Si on avait seulement
exportation et importation. On vous dit de représenter un graphique pertinent. Exportation et importation, de représenter un graphique pertinent. L'élève maintenant doit seulement représenter les deux à la fois dans un même repère. Il fera ça de manière très simple. D'accord? Donc là, on met échange parce que c'est exportation, import. Importation, là, il peut mettre pays ou partenaire. D'accord? Ça, c'est très simple. D'accord? Là aussi, on aura diagramme en bas juste à poser. C'est clair? Très bien. Maintenant, pour l'interprétation des résultats. C'est ce que vous faites. Parce que l'interprétation, maintenant, c'est le moment le plus crucial. Où l'élève doit montrer maintenant sa capacité d'adaptation face à un graphique. Donc ici, maintenant, d'abord, l'élève maintenant doit faire une présentation de son graphique d'abord. Ensuite, il regarde ce qu'on appelle le constat général. Avant de regarder ce qu'on appelle les constats particuliers. Et enfin, il fait une petite conclusion. C'est ça la méthodologie. D'abord, la présentation, nous avons représenté un graphique. Nous avons représenté un graphique en bas des juxtaposés du taux de chômage et du solde de la balance commerciale des pays de l'allée. Point. Ensuite, on regarde ce qu'on appelle le constat général. Là, maintenant, si c'était une courbe d'évolution, le constat maintenant revient maintenant à dire est-ce que maintenant la courbe est régulière ou irrégulière ou irrégulière. Maintenant, si maintenant, on ne peut pas dire une régularité, c'est-à-dire que la courbe est croissante ou décroissante, d'accord. Là, le constat maintenant de ce graphique nous amène à dire que la répartition du taux de chômage et du solde de la balance commerciale est inégale. Est-ce que c'est égal? C'est inégal, c'est ça qu'on appelle le constat général. Ensuite, maintenant, on peut justifier nos données à travers ce qu'on appelle des chiffres. Et là, c'est obligatoire. On ne peut pas faire une interprétation sans justifier ce qu'on appelle des chiffres. Littéralement. Donc, on doit justifier ce qu'on appelle les titres. Donc, en regardant les données, on peut considérer que ici, les États-Unis maintenant a un solde commercial. Et là, maintenant, l'élève doit comprendre que c'est déficit ou excédent. Voilà les deux mots qu'on doit utiliser. Est-ce que maintenant le solde de la balance commerciale est déficitaire ou excédentaire? Et là, maintenant, on commente. Et là, en commentant maintenant, on peut maintenant apporter ce qu'on appelle une conclusion à titre justificatif de l'ALENA avec ce qu'on appelle la conclusion de Donald. Avec ce qu'on appelle les migrations. Si c'était moi, je ne mettrais pas à analyser les résultats. Même si on ne vous dit pas d'analyser, l'élève maintenant doit savoir, à partir d'un résultat donné, il doit tirer toujours une conclusion. Donc ici, on vous dit à partir du document 1, calcule le taux de couverture commerciale. Taux de couverture égal? Importation. Très bien. Exportation sur fois. Donc là, on doit chercher la part relative des exportations et des importations. Très bien. Donc, calculez rapidement et vous donnez le résultat. Alors, vite. On a épuisé 2 heures de temps. Et il y a beaucoup d'autres données aussi importantes qui attendent. Donc, donnez-nous vite les résultats. Dès lors que vous avez vous-même, vous connaissez les formules. Effectivement. Bon, je n'ai pas fait le calcul. Non. Résultat 127. Bon, pour la Chine, c'est. Pardon? C'est combien? Pour la Chine. 35, oui. Je ne peux pas entendre parler de ça. 35,49, quelle est l'unité? Pourcent. Pour le Canada. Pour le Canada 102,22 pour le Canada. Oui. Mexique
65. Canada, est-ce que c'est ça? Calculer, il faut bien calculer. Hein. Voilà. Pour le Canada, donc c'est 102. 184. C'est ça. C'est comme ça, hein? 102, c'est bon. Voilà, donc. Machine. Calme. Machine. 108. Machine manette. Sur 165. Sur 165. Multiplié par 65. 65. C'est 65,45. 65. Pour le Canada, vous faites 108. N'est-ce pas? Sur 100. C'est pour le Japon. Pour le Canada, vous avez combien? Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc ça vous donne 100. Voici 21. 21. Sur 300. C'est 102, oui. 102. Après, voilà. Alors, pour le Japon, Dépêchez-vous, les résultats. 65, ok. Pour le Mexique, 80,6. Pour l'Union européenne, 84,22. Ah, il faut qu'on revoie les chiffres sur le Canada parce qu'il y a certainement erreur. Voilà. Ok. Peut-être qu'on a dû inverser les chiffres. C'est bon, hein? Bon, C'est bon. certainement. On les a inversés. C'est bon. C'est bon. Donc, vous modifiez pour le Canada. On a inversé les chiffres. Donc, pour les exportations, c'est 314. Et pour les importations, 321. Voilà. Donc, ça donne 97,82. C'est bon, hein? Donc, vous rectifiez dans le document qu'on vous a donné. Ok, c'est bon. C'est bon, hein? Ok. Maintenant, suivez. On termine vite. Sinon, il va être tard. Vous avez rectifié? Ok. Maintenant, regardez, on a bien calculé. On a bien calculé ce qu'on appelle le résultat du taux de couverture des États-Unis avec les autres pays. Maintenant, on va essayer d'analyser les résultats. L'élève doit toujours comprendre que si le taux de couverture est égal à 100, ici on a balance commerciale équilibrée. Ça veut dire qu'à part de là maintenant, on n'a pas une balance commerciale équilibrée. Maintenant, si le taux de couverture est supérieur ou bien est inférieur à 100, on a un déficit. Voilà, on sait qu'ici, par exemple, pour maintenant la Chine, on a un déficit de 35,49. Maintenant, le déficit n'est pas 35,49. Non, c'est 100 moins 35,40. Très bien. 100 moins 35,49. Et à partir du résultat, maintenant, on dit que la Chine a un déficit de la balance commerciale de... Ensuite, vous donnez ce qu'on appelle le résultat. Si maintenant, on avait pour le Japon, exemple, un taux de couverture, par exemple, de 112%. Maintenant, on a ce qu'on appelle un excédent de 12%. Voilà l'analyse qu'on doit faire. Maintenant, ce n'est pas encore terminé parce qu'on vous a dit non seulement dans les résultats, mais aussi on doit faire ce qu'on appelle la part des choses entre ce qu'on appelle les différents pays. Parce que, est-ce que l'ensemble de ces pays ont ce qu'on appelle la même zone géographique? Non. Ils n'ont pas la même zone géographique. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle l'interdépendance entre ce qu'on appelle les différents pays. Vous avez rajouté quelque chose? Non, c'est bon. Ok. Parce que c'est important aussi, dans l'analyse, de mettre en exergue le déséquilibre qu'il y a entre
les États-Unis et ses différents partenaires commerciaux, comme on l'a déjà constaté pour le Mexique et le Canada dans le cadre de l'ALENA. Donc c'est le même déséquilibre qu'on note aujourd'hui par rapport à la Chine, par rapport au Japon, mais également par rapport à l'Union européenne. Donc les États-Unis font face à un déficit commercial par rapport à un différent. Et pour traduire le déficit, comme il l'a dit, ne vous limitez pas seulement au taux de couverture. Mais il faut aller jusqu'à parler de dépendance commerciale en utilisant l'indicateur qui correspond à cette dépendance. Ici, dans le commentaire, l'élève ne doit pas parler que de taux de couverture. Par exemple, un élève qui dit nous constatons un déficit entre les États-Unis et la Chine sur le plan commercial. Un déficit qui s'élève à, il a besoin impérativement de calculer le taux de dépendance. Le taux de dépendance, comme il l'a dit, en faisant 100% moins taux de. Donc ça, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Comment les États-Unis vont réagir? Et ça, c'est toujours l'actualité. Récemment, vous avez entendu parler de guerre commerciale. Entre les États-Unis et la Chine. Lorsque le président Trump a obligé les Chinois à acheter beaucoup plus de produits américains pour rééquilibrer les échanges entre les deux pays. Récemment également, le président Trump a pris une mesure forte en imposant des taxes sur certains produits entre sur le sol américain. Je prends l'exemple de l'acier. Provenant du Mexique, du Canada et des pays de l'Union européenne, taxé à 25%. C'est le cas également pour l'aluminium. Provenant des mêmes pays est taxé à 10%. Si ces produits sont taxés, ils ne coûtent plus cher. Mais le problème majeur qui se pose, c'est que les produits qui arrivent sur le sol américain ne coûtent pas très cher. Mais les articles produits par les Américains coûtent cher. Pourquoi? Parce que le niveau des salaires est élevé. Donc ces produits américains ont du mal à soutenir la concurrence des produits venant de la Chine, des produits venant du Mexique. Donc il y a un problème de concurrence déloyale qui se pose, et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont déclaré cette guerre commerciale contre la Chine, mais également contre les autres pays. Et le président Trump a évoqué la notion de sécurité publique pour justifier ces mesures. Il a parlé de sécurité publique. Il faut préciser que l'aluminium est utilisé par l'armée américaine. Et l'acier, merci. Mais quand il parle de sécurité publique, c'est parce qu'il y a sur le plan commercial un gendarme qui veille. Un gendarme qui veille sur la liberté des échanges dans le monde. Une organisation internationale que vous connaissez qui s'appelle OMC. Donc c'est l'OMC qui sanctionne ces mesures protectionnistes. Quand nous parlons de protectionnisme, c'est les mesures que prend un État pour protéger sa production locale contre la concurrence des produits étrangers. Ce que l'OMC recommande, c'est la liberté des échanges dans le monde. Maintenant, pour ne pas subir les sanctions de l'OMC, le président Trump a parlé de sécurité publique. Parce que justement, dans les règles de l'OMC, il est permis à un pays de faire prévaloir la sécurité publique pour échapper à toute sanction en ce qui concerne les mesures protectionnistes. Ce que je veux simplement dire par là, c'est que dans le commentaire, l'élève ne doit pas se contenter de citer des chiffres. C'est pas intéressant. Nous sommes là dans des disciplines littéraires. Utiliser des chiffres, mais également faire une analyse à partir des connaissances du cours
mais également à partir des questions d'actualité. Ça, c'est important. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est excellent. Donc, l'élève même doit comprendre que le commentaire, ce n'est rien d'autre que de parfaire ce qu'on appelle son programme. Il doit un peu ce qu'on appelle voyager. Ça, c'est important. Comment il doit voyager maintenant? Parce que quand on vous dit que faites un commentaire, ça veut dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle un manquement. C'est à l'élève maintenant d'en rajouter. Voilà. Maintenant, pour la dernière question, on dit calculer le bilan énergétique. Bilan énergétique égal production moins consommation. Et là maintenant, quand maintenant un bilan énergétique maintenant est positif, ça veut dire que le pays est exportateur de pétrole. Quand un bilan énergétique est négatif, ça veut dire que le pays est dépendant énergétique. Ça c'est important. Il peut faire le calcul uniquement pour 2006. Parce que ce qui nous importe, c'est l'interprétation. Faites le calcul pour 2006. Moins 900, très bien. Moins 910, voilà. Moins 910. Comment est le résultat? Le résultat est négatif. Ça veut dire qu'il y a un. Comment doit-on interpréter ce résultat? Comment doit-on interpréter ce résultat? Doit-on interpréter ce résultat? Vous avez calculé le bilan énergétique et vous avez trouvé moins 910. Oui. Les États-Unis sont dépendants énergétiquement. Très bien. Ça veut dire qu'il doit maintenant recourir vers ce qu'on appelle les pays exportateurs de paix. Et là, maintenant, on a ce qu'on appelle les pays maintenant de l'OPEP. Très bien. C'est bien. Maintenant, avant de parler de dépendance, il faut commencer par constater le déficit. C'est important dans le commentaire. Parce que c'est le déficit qui entraîne la dépendance. C'est parce que les États-Unis sont confrontés à un problème de déficit énergétique qu'ils souffrent en même temps de la dépendance parce qu'ils sont obligés d'importer plus qu'ils n'exportent de produits énergétiques. Donc, déficit, dépendance. D'accord? Ok, ça donc. Et ça ne s'arrête pas là. Pourquoi le déficit? Parce que nous sommes dans un pays industrialisé, avec un niveau de vie élevé, une forte demande donc des ménages en énergie, une forte demande des industries en énergie. La consommation donc elle est forte, ce qui n'est pas le cas pour la production. Effectivement. La production est très faible, même si il y a la découverte du gaz schiste, voilà, mais ça ne permet toujours pas de combler le déficit énergétique des États-Unis. Et on approfondit, parce qu'il y a un déficit énergétique, cela va peser également sur le budget américain, le budget de l'économie. Parce qu'on va utiliser davantage de ressources pour acheter des dépenses. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez les dépenses extérieures des États-Unis, mais ces dépenses sont dominées par les achats de produits énergétiques parce que c'est nécessaire pour maintenir la croissance industrielle des États-Unis. Donc approfondissez, effectivement. Ne vous limitez pas seulement à parler de déficit et de dépendance énergétique. Donc voilà, essayez d'aller au-delà. Donc le document exercice 3 de l'Union européenne. Donc voilà. Là, donc, c'est bon, l'Union européenne. Donc, pour l'exercice numéro 3, donc, le thème c'est l'Union européenne. Là, on a combien de documents? On a 2 documents. Et le doigt est quand. Donc, je veux juste revenir aussi sur le commentaire. Hein. Donc, il faut toujours comprendre que quand on vous donne un document, on vous dit maintenant de faire un commentaire. La première chose à faire d'abord, c'est de compter aussi ce qu'on appelle le nombre de points, comme le disent les autres professeurs. On compte le nombre de points, on a 20 points. Les uns, ils disent ce n'est pas la peine de faire l'introduction. Et moi, je dis à mes élèves, tout le temps, il faut faire la présentation. Parce que vous gagnerez des points. Ça veut dire qu'au lieu maintenant d'avoir 20 sur 20, c'est 21 ou bien 22 sur 20. Ça veut dire que vous aurez bonus de 2 points à côté dans le programme. Donc, maintenant, c'est très important. Hein, c'est très important. Pour la présentation,
il faut aussi respecter ce qu'on appelle la méthodologie. La première chose d'abord à faire, c'est quoi? De compter ce qu'on appelle le nombre de documents. Nous avons autant de documents, mais les documents se diffèrent. L'un est un tableau statistique, l'autre est un texte, et chaque texte, ou bien chaque document a une source. Et là maintenant, on se basera effectivement de la source maintenant pour présenter ce qu'on appelle le document. La méthodologie, pour moi, les cours théoriques, c'est important. Parce que la plupart des élèves auront fait recours à son cours pour faire des commentaires, pour argumenter. Mais le plus important, c'est de la méthodologie. C'est la méthodologie qu'il faut comprendre. C'est essentiel. Sans méthodologie, le baccalauréat est à fin perdu d'avance. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, prenez beaucoup de temps pour revoir les méthodologies au pluriel. Parce qu'en géographie, que ce soit dans le cadre des essences internes ou externes, on va vous parler, on va vous donner que des économies à étudier. Soit ça sera l'ALENA, soit ça sera l'Union européenne, ou ça sera dans le cadre des essences internationales, les États-Unis, et les autres membres et les autres parties de la mondialisation. Donc pour ça, deux notions à cerner, interpréter et analyser. Interpréter et analyser. Ça fait problème, ça cause problème à beaucoup d'élèves. Comment analyser, comment interpréter? Souvent, l'exemple que je donne à mes élèves, c'est analyser. Par exemple, M. Samaté est devant vous, on vous demande d'analyser. Dites tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez sur M. Samaté. Tout. Il est barbu, il est vilain, il est noir, toutes ces informations. Ça, c'est de l'analyse. Vous êtes en train d'analyser. Vous êtes face à une courbe. La courbe, elle est comme ça. Mais il faut parler de ces séquences. La courbe, de là à là, la courbe, elle est croissante, la courbe, elle est décroissante, et la courbe atteint un niveau maximal à un certain point. Ça, quand vous dites ça, vous êtes dans le cadre d'analyser. Vous n'apportez rien, c'est juste rapporter les faits que vous voyez. Maintenant, l'interprétation, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. Et maintenant, dans le cadre des études économiques, quand on parle de pourquoi, ce sont les forts et les faiblesses de l'économie. Pourquoi l'économie, à un certain moment, l'économie a pris une allure croissante, c'est dû à quoi? Là, vous faites recours à vos leçons. Vous faites recours à vos leçons. Parce que si vous n'avez pas fait des leçons au préalable, vous ne pouvez jamais le savoir. Vous faites recours à des leçons. Si l'économie chute, cela, vous pouvez faire recours à des leçons et recours à l'actualité. Recours à des leçons et recours à l'actualité. Parce que la mondialisation, c'est un phénomène qui ne s'arrêtera jamais au fait. On est dans ce processus de mondialisation, de globalisation au jour le jour. Donc, le cadre géographique, c'est cerné, ce sont les États-Unis. Mais souvent, quand les élèves voient un sujet qui parle de mondialisation, ils globalisent. Ils disent que l'Afrique même fait partie. Comme c'est mondialisation, le professeur m'a dit que la mondialisation touche toutes les régions du monde. Non, non, non. Cadre géographique, il faut le cerner, c'est les États-Unis. Cadre temporel, il y a un temps très bien défini. Il faut le respecter. Comme M. Ndiaye vient de le préciser, les documents, chaque fois également, je fais une corrélation entre un document et une personne. Je le fais tout le temps. Certains me disent que c'est un peu théorique, mais je dis quoi? Vous avez une date de naissance, une maison ou dans un hôpital où vous avez vu la naissance. Vous avez un parent. Vos parents ont des noms. Et c'est bien sûr, c'est possible que toutes ces informations que vous avez, le document en a. Certains me diront que non, c'est impossible, mais bien sûr, le document a un titre. Le titre symbolise quoi? Son nom. C'est son nom. Source. Source. D'où nous venons, c'est grâce à nos parents. Ça aurait été pas nos parents, on ne serait pas là. Ça aurait été pas la source, est-ce que vous aurez le document? Nullement. Nullement. Et maintenant, les sources peuvent différencier. Vous pouvez avoir différentes sources. Selon que ça soit un ouvrage, selon que ça soit une interview ou selon que ça soit un discours. Et les informations dépendent de la nature au fait du document également.
Si vous êtes dans le cadre d'un ouvrage, là, vous avez une maison de publication. La maison de publication correspond à quoi? À l'hôpital. À l'hôpital, bien sûr. Il y a la date de publication, c'est le jour où vous êtes né. Il y aura également le nombre de pages ciblées. Pages ciblées, vous êtes né à 1h10. Page 1 à la page 2. Donc c'est en quelque sorte la corrélation qu'à chaque fois que je fais. Et ça facilite au fait, la compréhension. Ça facilite la compréhension. Et cette compréhension, c'est quoi également? Il ne faut pas inventer des sources. Il ne faut pas inventer des sources. Ce que vous avez vu sur le document, c'est en fonction du document que vous allez présenter un document. M. Ndiaye l'a dit ici, c'est important. Qu'on vous le demande ou non, préparez une introduction et une conclusion. Qu'on vous le dise ou non, préparez une introduction et une conclusion. Ce sont des points de plus. Ce sont des points de plus. Bonjour. Pour ne pas monopoliser la parole, on va s'attaquer directement au travail. Parce que, je le répète encore, le problème, ce n'est pas externe. Le problème, c'est l'interne. Quand je dis interne, c'est vous les élèves. Vous n'assimilez pas les méthodologies. C'est ça. Tout le problème de octobre à aujourd'hui, c'est une question de méthodologie. C'est une question. Toutes les copies que tu corriges, tu sens net que problème de méthodologie. C'est ça que tu sens. Ce sont des problèmes de méthodologie. Et là, le professeur, c'est comme un colonel, c'est comme un sergent qui prépare ses soldats face à un combat. Mais le soldat, c'est au soldat de se montrer plus déterminant le jour du combat. Nous, on peut vous donner des manières d'attaquer l'ennemi. L'ennemi, c'est quoi? Le baccalauréat. Mais jamais nous serons au front. Nous allons rester à la maison. Le front, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Donc pour ça, mettez l'accent sur les méthodologies. Mettez l'accent sur les méthodologies. Et le conseil plus important, c'est la simplicité, au fait. Il y a Will Smith, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain. Il dit, l'œuvre d'art le plus joli, c'est l'œuvre d'art qui reflète la plus grande simplicité. Et cette plus grande simplicité, c'est quoi? Sujet, verbe, complément, connecteur logique. Sujet, verbe, complément, connecteur logique. C'est autant simple. Mais tu vois des phrases de 10 lignes. Que M. Samaté même ne peut pas faire une phrase de 10 lignes sans. Parce que je ne maîtrise pas assez la grammaire comme ça. Sur les Senghoriens. Sur les Senghoriens. Donc, on va continuer l'exercice concernant l'Union européenne. Suivez, s'il vous plaît. Et dans le cadre également de l'Union européenne, il n'est question que d'études d'économie. Rien. On ne fera rien qu'étudier l'économie de l'Union européenne. En faisant quoi? En étudiant leurs forces et leurs faiblesses. Et proposer d'éventuelles perspectives. C'est ce que nous pouvons faire. Dans le cadre d'études, 3 paramètres. Force, faiblesse et des perspectives. Et maintenant, en parlant d'Union européenne, on n'a pas besoin de faire des cours théoriques en parlant de la formation de l'Union européenne. On va s'attaquer directement aux forces et faiblesses de l'Union européenne, de les étudier, de tirer une conclusion ou de donner même des indications, des enseignements, de tirer des enseignements de ce que nous avons étudié. On a combien de documents? 2 documents. Dans la présentation, il est nécessaire que vous parlez d'abord du thème. Il est nécessaire que vous parlez du thème. Le thème, c'est important.
Aujourd'hui, si on est là, on fait une conférence, si on me demandait, vous faites la conférence où, je dirais à Dakar, je précise le lieu, je ne dirais pas en Casamance, je dirais à Dakar. C'est juste pour cibler, pour cadrer le débat. Notre étude porte sur quoi? L'Union européenne, ça c'est le thème général. Maintenant, dans le thème général, vous pouvez avoir différents documents. Que ce soit un tableau, vous pouvez avoir un tableau, et vous pouvez avoir des textes. Et ces textes ont soit des titres et des sources. On ne vous donnera jamais un document qui n'a pas de source. Je ne pense pas. Un document qui n'a pas de source. Non, je ne pense pas. Tous les documents ont des sources. Peu importe, que ce soit une interview, que ce soit un rapport de la Banque mondiale, que ce soit un rapport de l'Organisation mondiale du commerce. Mais tout le temps, il y a des sources. Et la meilleure manière de se présenter également, c'est comme ça. Vous faites allusion. Le document, vous pensez que vous mettez-vous à la place du document. Tu dis que je suis en train de me présenter. Je me présente, je donne mon nom. Je me présente, je donne ma nationalité. Je donne lieu de naissance. Et si éventuel, je donne le nom de mes parents. Si ça donne encore une information sur moi, pour mieux, davantage me connaître. Mais parfois, les élèves donnent des informations qui rendent encore le texte encore plus compliqué. Quand tu présentes le document, c'est pour faciliter la compréhension du document. C'est pour faciliter la compréhension du document, que ce soit en histoire ou en géographie. De préférence, je vous le demande, contentez-vous simplement des informations que vous avez là pour présenter un document. Et si par exemple vous avez 3 ou 4 textes, 2 tableaux statistiques, vous comptez le nombre de documents. Nous avons 5 documents ou nous avons 6 documents et vous utilisez la langue de Molière, dont 2 tableaux statistiques et 3 textes. Et il y a certains qui disent premier document, deuxième document, troisième document. Le souhaitable. Vous avez les documents sont numérotés en 1, 2. Vous dites document numéro 1, document numéro 2, document numéro 3. Tout le temps dans la simplicité. Document numéro 1, document numéro 2, document numéro 3. Vous restez dans cette logique de simplicité. Et vous présentez vous présentez. Tout un chacun de tous ces professeurs peut faire une présentation conforme. Mais le problème avec les élèves, tu fais une présentation, c'est un passe-partout, vous faites. C'est un passe-partout. On va vous parler de l'économie chinoise même, vous prenez l'introduction de l'économie japonaise pour le mettre dedans. On passe à la première question. La première question, c'est quoi? Représenter par un graphique pertinent l'évolution des structures de la population de l'Union européenne par groupe d'âge. Diagramme pertinent. Quels sont les diagrammes qui sont pertinents? Quels sont les diagrammes qui sont pertinents? Hein? Tiroir d'or. Tiroir d'or. Banderole. Pyramide. Diagramme triangulaire. Diagramme en banderole. Donc le problème, ce n'est pas diagramme pertinent. Le problème, c'est comment le matérialiser. Certains me diront, je vais prendre un diagramme triangulaire, diagramme tiroir d'or. D'autres prendront différents types de diagrammes. Mais au fait, je dis souvent, ça dépend du donné. Ça dépend de ce qu'on vous demande. Triangulaire, astaghfirullah.
j'aurais souhaité un diagramme triangulaire. Diagramme triangulaire. Comment on le construit? Tu as un diagramme équilatéral de même dimension. Tu fais une graduation, le sens contraire des aigus du monde. Sens contraire des aigus du monde. Tu gradues ici. Hein. Si vous ne connaissez pas le sens contraire des aigus du monde, mettez une horloge comme ça. Mettez un petit horloge sur votre brouillon et vous mettez comme ça, vous regardez. Mais je pense que les montres tournent comme ça, quoi. Ah, ok, le sens contraire, c'est le sens inverse. Ça, vous le faites psychologiquement dans votre tête ou vous le faites dans le brouillon. C'est pour être sûr de ce que vous allez écrire. Maintenant, ici, c'est quoi? On dit tranche d'âge. On vous a parlé d'âge. On a parlé de 0 à 14. Donc ici, il faudra faire très attention parce qu'il y a des données manquantes. Il y a des données manquantes, n'est-ce pas? Comment maintenant trouver ce qu'on appelle les données manquantes? Parce qu'on nous a donné seulement 0 à 14 ans, 15 à 65 ans et 65 ans plus, on n'a rien mis. On n'a rien mis. Oui. On fait quoi? Donc on fait 100% moins le résultat qu'on a trouvé, ça veut dire addition des deux dons. Et maintenant, le sens contraire des aigus du monde. Le deuxième tranche, je le mets ici ou là? Je le mets là ou là? Je le mets là. C'est de 15 à 64. Maintenant, pour trouver le reste, je fais l'addition de ces deux. Je prends 100 et je vais moins le reste. Et le reste, vous avez trouvé combien? 64. Vous avez trouvé 10. Certains disent que tu mets directement les 10 ici. Mais il ne faut jamais mettre les 10 ici comme ça. Jamais. Parce qu'ils diront, on a calculé, on a trouvé 10. Tu mets 10 ici, c'est foutu. On a mis 66, 65 et plus. Tu mets 65 et plus. 65 et plus. Maintenant, ici, tout ce que tu vas utiliser, ce sont tes graduations. C'est simple, au fait. Tu utilises tes graduations, en fonction des graduations, tu traces. Et l'interprétation viendra où? Donc, il y a 3 côtés. Lequel des côtés, le point, au fait? Et il y a un astuce même, on dit tu prends le milieu des A. Tu prends le milieu pour tracer encore un diagramme dedans. Tout ça, ça vous permettra de mieux interpréter. On travaille, on trace un diagramme, exemple de diagramme. Il y a 3 exemples de diagramme. Et on va vous montrer de manière très pragmatique. Sinon, on risque maintenant de perdre du temps. Parce que, voilà, en fait, bon, encore une fois. Pour le diagramme triangulaire, c'est ce qu'il faut faire d'abord. S'il vous plaît, vous suivez, s'il vous plaît. Et après, vous allez graduer dans le sens contraire des aigus du monde. Et ici, ça représente, si c'est dans le cadre des secteurs d'activité, ici vous mettez le secteur primaire, le secondaire et le tertiaire. Les âges, vous mettez ici les premiers âges, 0 à 14, 15, 64, 65, plus. Pour le secteur primaire, vous allez travailler avec les côtés adjacents et les côtés opposés.
Côté adjacent et côté opposé. Le côté opposé du cercle de 0 à 14, c'est quel côté? Hein? Plus 75, c'est le côté? Comprenez par là, s'il vous plaît. 1 rime avec 2, 2 rime avec 3. C'est une combinaison. Comment? Ici, de 0 à 60. Vous me donnez c'est combien? 25? 25 et 20 est là. 25 c'est au milieu. Si vous voulez même, vous pouvez prendre votre règle et vous mentionnez 23. 25,3. Là, c'est environ ici. Maintenant, le second point va se placer où? Vous mettrez 100 moins 25,3. Ça vous donne? « 74,7. Et maintenant, ces 74,7, je les place où? « 15,75. Et vous venez ici, 74,7. Approximativement là. Maintenant, vous reliez 74. Simplement, vous les reliez. Et si vous regardez bien, cette droite et cette droite sont comment? Parallèles. Et je pense que si vous tracez le premier, pour les restants, c'est déjà fini. C'est le début qui est difficile et après c'est fini. Le deuxième, ici c'est combien? 64,5 approximativement là. Et ça rime avec combien? Je mets 100 moins 64,7, ça me donne 35,3. Et je regarde ici 35,3. 35,3. Et ici, j'avais 60. Voilà. Et je place. Je trace. Et dorénavant, M. Ndiaye vous a dit qu'il faut faire la différence. Cette différence, c'est comment? Pour trouver la différence, vous faites comment? 100 moins. Le pourcentage total, c'est 100 moins somme de chaque valeur. Somme de chaque année. 100 moins 25,3 plus 64,7. Et vous avez combien? 10. Et maintenant ici, vous cherchez 10. 10 c'est là. Et maintenant 10 fait allusion à 90. Donc vous verrez très bien que le troisième point passe forcément au milieu, intersection. Si vous placez un des points, ça va. Hein? Ouais. Suivez s'il vous plaît. Bon, il va juste placer le point. Parce que l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre la méthode. Donc, après, on va. Un type de diagramme pertinent. Vous avez le point. Le plus compliqué, c'est de tracer les deux points.
Et le troisième, ça passe directement au milieu, au troisième. Le troisième passe directement au milieu de l'intersection des deux points. Si les deux droites, leur intersection c'était là, ça c'est que le troisième va passer immédiatement sur ce même point. Et maintenant, vous placez le point ici. Ça c'est le point. Et maintenant, ça reste quoi? Okay. Je pense qu'il a réussi à fixer certains éléments méthodologiques qui sont importants. Maintenant, on va continuer. Effectivement, il a dit, ce qu'on vous recommande, c'est de choisir un diagramme pertinent. Il y en a plusieurs. Les diagrammes triangulaires, c'est possible. Plus complexe, plus difficile à analyser. Les diagrammes en tiroir d'orgue, c'est possible. Les diagrammes en banderole également, c'est possible. Chaque graphique présente des avantages et des inconvénients. Mais si j'étais à votre place, je serais amené à opter pour un diagramme en banderole. Pourquoi? Parce que vous avez des données évolutives. Regardez, si on vous avait proposé des secteurs d'activité, la Chine, le Brésil, le Japon, en un temps T, sans qu'on ait des données chronologiques, on peut bien construire un diagramme triangulaire. Là également, c'est possible, comme il l'a admirablement bien montré. Mais le diagramme en banderole, c'est aussi très pertinent. Et l'intérêt, c'est que vous allez mieux sentir l'évolution. Avec le... Donc, si vous optez pour un diagramme en banderole, 0, 14, 15, 64, 65 et plus, au moment de l'analyse, à la lumière du graphique, vous serez en mesure de sentir l'évolution de chaque groupe d'âge. Comment le premier groupe d'âge évolue, comment le second évolue, comment également le groupe d'âge représentant les personnes âgées évolue. Donc, c'est à l'élève maintenant de choisir le type de graphique qui lui convient le mieux. Mais le prétexte, parce qu'on sait que vous savez tous construire ces graphiques, le prétexte, c'était quand même pour aborder les questions démographiques et économiques qui se cachent derrière ces données que l'on vous a proposées. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? La structure par âge. Une fois que vous avez fini le graphique, quel est le constat que vous allez faire? Quel constat? Vous n'avez pas réussi à faire le graphique, mais à partir des données. Regardez bien les données. À partir des données, qu'est-ce qu'on pourra remarquer? Par exemple, en 2010, le groupe d'âge de 0 à 14 ans représente 15,5%. Les populations sont hostiles à l'Union européenne. Parce que dans la zone européenne, vous avez 3 niveaux de développement. Vous avez premièrement l'Allemagne et la France qui sont largement en tête et qui représentent la locomotive économique. Et vous avez d'autre part les pays d'Europe du Sud plus faibles sur le plan économique. Je prends l'exemple de l'Italie. Mais vous avez, et là c'est plus grave, des pays qui étaient anciennement communistes du temps de la guerre froide et qui, depuis l'effondrement de l'URSS en 1991, ont adopté le modèle capitaliste en intégrant plus tard l'Union européenne. Ce sont les PECO. Regardez la Pologne. Ça fait partie de ces pays. Donc, avec une situation économique extrêmement compliquée. Donc, ce sont ces disparités de développement qui représentent une faiblesse sur le plan économique. Donc, si on récapitule, ici, nous avons identifié et analysé une faiblesse démographique et une faiblesse économique. Maintenant, si nous passons à l'exercice suivant, une récession économique. Donc, sur le plan économique,
D'après le tableau, le Brésil est confronté à un problème de récession. Une forte chute de la croissance économique. Les raisons, vos professeurs, voilà, y ont certainement insisté. Oui, oui. À partir du document 1, représenté par un graphique pertinent, l'IDH et le PIB des grandes régions du monde en 2014, interprétez le graphique. PIB, IDH des différentes régions. Quelles sont ces régions? L'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, etc. Deux indicateurs. Hein? D'abord, la part dans la population active. Et la part dans le PIB. Tous ces deux indicateurs exprimés en pourcentage. Et vous avez l'Allemagne, le Japon et le Sénégal. On n'a pas le temps de faire le graphique. Mais ce qui m'intéresse là, si vous êtes confronté à ce type d'exercice, quel est le graphique que vous allez réaliser? Triangulaire. Là, vraiment, il n'y a même pas de discussion possible. C'est le graphique le plus pertinent. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc, vous allez réaliser donc, un diagramme triangulaire. Combien de points vous allez avoir? Hein? 2 points. Lesquels? Par dans la population. Par Dans la population active, par dans le donc, vous allez placer agriculture. Bon, sens contraire, comme voilà, industrie, service. Donc, combien de points? 3 points. Lesquels? Hein? Pour l'Allemagne, le Japon et le Sénégal. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez constater après avoir réalisé le graphique? En fait, là, il y a une précision à faire. Normalement, on devait vous demander de réaliser un graphique pertinent représentant soit la part dans la population active, soit la part dans le PIB. D'accord? Donc, vous corrigez la... Bon, donc on va modifier la consigne. Parce qu'il n'est pas possible de faire figurer les deux avec 3 pays différents. Voilà. Donc, je reprends la consigne. Représentée par un graphique pertinent, la part dans la population active. La part dans la population active. La part dans la population active. Le reste, ça ne change pas. La part dans la population active. Donc, part dans la population active. Finalement, on aura combien de points? 3 points. 1 point qui représente 6 points. Hein? 1 point qui représente l'Allemagne, 1 point le Japon et 1 point le Sénégal. D'accord? Maintenant, si on vous demande de faire une analyse, bon, je pense qu'il vous a expliqué la technique quand il s'agit d'un diagramme triangulaire. Vers quel côté penche le point? D'accord? Et je dis souvent à mes élèves, si le triangle est compliqué, ne vous fatiguez pas, regardez les chiffres. C'est important. Donc, même si vous regardez le graphique, ayez en vue également les chiffres parce qu'ils peuvent vous aider. Par exemple, pour l'Allemagne, regardez, 1,4% évolue dans l'agriculture, pendant que 70,5% de la population évolue dans le secteur des services. Pour le Sénégal, qu'est-ce que vous remarquez? 48,7% évolue dans l'agri, alors que 36,5% évolue dans les services. Remarque.
Remarque? Remarque, oui. Le secteur tertiaire est plus développé. Je comprends ton idée, mais je ne suis pas d'accord avec la formulation. C'est ça le problème. Comment vous allez formuler l'idée? On vous a présenté la population active. Vous avez ces chiffres-là. Comment vous allez formuler l'idée? L'idée, vous l'avez. Parce que vous sentez nettement l'écart. Mais comment transcrire cette idée sur la copie? C'est ça que j'attends. Qu'est-ce que vous allez dire? Pour montrer la différence entre l'Allemagne. En fait, j'ai choisi l'Allemagne et le Sénégal parce que je sais que entre l'Allemagne et le Japon, il n'y a pas une nette différence. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez formuler l'idée? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, mademoiselle? Oui? Est plus dominant, le secteur agricole. Quand vous dites qu'il est dominant, on ne sait pas si c'est en rapport avec la population active, si c'est en rapport avec la contribution au PIB. Ça manque de précision. Donc, comment formuler l'idée? Oui, Fatkine? Les activités de la population de l'Allemagne et du Japon sont tertiarisées, alors que celles du Sénégal sont... Intéressant, mais tu as sauté une étape. C'est bien. Mais toi, tu as... C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut d'abord écrire? Qu'est-ce qu'il faut d'abord... Voilà, qu'est-ce qu'il faut écrire? L'idée, oui. Ici, on voit que on constate, oui. La population active oui. est plus nombreuse oui. Dans les services oui. que dans l'agriculture. Oui, très bien. Et on voit que la part est supérieure oui. dans l'agriculture que dans les services au Sénégal. Très bien. Nous constatons... Oui. Oui. On remarque Voilà. C'est-à-dire que nous remarquons, d'après les données du tableau, que en Allemagne, la majeure partie de la population active évolue dans le secteur des services, soit, vous donnez le chiffre, 70,5%. C'est ça l'idée. Nous constatons qu'en Allemagne, la majeure partie de la population active évolue dans le secteur des services, alors qu'il y a une infime partie, seulement 1,4%, qui travaille dans le secteur de l'agriculture. C'est ça l'idée. Pour le Sénégal, quelle est la remarque également pour le Sénégal? Nous constatons qu'au Sénégal, je vous écoute, oui. Le taux d'agriculture. Non, non, s'il vous plaît, oui, mais je veux. Non, non. Hein? Oui. Oui. Dans la plupart de la population active, oui. L'agriculture. Oui. Très bien. Très bien. Et comme c'est nous l'indiquer, les phrases de transition, c'est tout le contraire du Sénégal, où l'agriculture occupe la majeure partie de la population active avec 48,7%, pendant que la part de la population active dans le secteur industriel est très faible. Entre parenthèses, seulement 14,8%. C'est-à-dire, là, vous avez fini de décrire le graphique. Décrire le graphique ne signifie pas écrire. Le point penche de tel côté. Ce qui intéresse le correcteur, ce n'est pas le point. Ce qui l'intéresse, c'est savoir quel est le secteur qui domine. Qu'on soit dans la population active ou qu'on soit dans la contribution au PIB. Maintenant, le reste, c'est les éléments d'explication que vous allez tirer des leçons.